Ma femme a fait mes bagages, et m'a dit de quitter ma propre maison. Pour que sa sœur enceinte et ses 5 enfants puissent emménager. Ma femme a fait mes valises, et elle m'a dit de quitter ma propre maison. Pour que sa sœur enceinte et ses 5 enfants puissent s'installer chez nous. Nous étions mariés depuis seulement 11 mois. Sa sœur, Tori, s'était retrouvée enceinte d'un gars qu'elle fréquentait depuis à peine 3 semaines. Et elle avait immédiatement appelé ma femme, en sanglotant, à 2 heures du matin. J'ai tout entendu, car ma femme avait mis le haut-parleur, sans même me demander mon avis. Le lendemain matin, autour d'un café, ma femme me lance. Tori a besoin de rester avec nous pendant sa grossesse, juste jusqu'à ce que le bébé arrive. Je lui ai rappelé ce qui s'était passé la dernière fois. Ces 5 enfants avaient littéralement ravagé notre intérieur. Lorsqu'ils avaient gardé la maison pendant notre lune de miel. Le support mural de la télé était cassé, la table en verre brisée. Et il y avait des taches sur le tapis que 3 nettoyages professionnels n'avaient pas réussi à faire disparaître. Cela m'avait coûté $800, rien que pour tout réparer. Ma femme a alors commencé son chantage affectif. Tu ne te soucies pas de la famille. Et s'il lui arrive quelque chose? Elle est seule. Et elle a peur. J'ai répondu, je me soucie de notre mariage. Et je ne vais pas transformer notre maison en garderie pour la 3e fois cette année. Son appartement est à 15 minutes d'ici. Nous pouvons l'aider. Sans qu'ils aient besoin d'emménager. Elle a gardé le silence. Cela aurait dû être mon premier signal d'alarme. 2 jours plus tard, en rentrant du travail, j'aperçois des valises près de la porte d'entrée. C'étaient les miennes. Les 3. Ma femme se tenait là, les bras croisés. J'ai demandé ce qui se passait. Elle a pris une grande inspiration, et m'a dit qu'elle avait mûrement réfléchi. Et qu'elle avait trouvé une solution équitable pour tout le monde. J'attendais. Elle a poursuivi, puisque tu ne veux pas de Tori et des enfants ici. Et que je ne peux pas abandonner ma sœur dans le besoin. Le plus juste est que tu emménages temporairement dans l'appartement de Tori. Pendant qu'elle reste ici jusqu'à la naissance du bébé. Je l'ai juste regardé, fixement, essayant de digérer ce que je venais d'entendre. Tu me mets à la porte de la maison dont je paie l'hypothèque? Elle s'est immédiatement mise sur la défensive. Ce n'est pas te mettre à la porte. C'est juste un arrangement temporaire. Et techniquement? C'est notre maison, pas ta maison. D'accord. Et où espères-tu exactement que je dorme, chez ta sœur? Par terre. Le canapé se déplie, a-t-elle dit. Tori a déjà fait de la place pour tes affaires, dans le placard. Attends, tu en as déjà parlé à ta sœur avant de m'en parler à moi. Elle a détourné le regard. Nous avons discuté des options. Oui. J'ai demandé combien de temps cet arrangement temporaire était censé durer. Elle a marmonné quelque chose. Je l'ai forcée à répéter. 7 mois. Peut-être 8, si le bébé arrive tard. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Tu veux que je vive sur le canapé de ta sœur pendant 8 mois, pendant que Tori, enceinte, occupe notre lit king size, et que ses enfants détruisent tout ce que nous possédons? Elle s'est mise à pleurer. Pourquoi es-tu si égoïste? C'est ce que les familles font les unes pour les autres. Ma sœur a besoin de nous. En ce moment. Ta sœur a besoin de prendre sa vie en main. Je ne suis pas le père de ce bébé. Je ne suis pas responsable de ses choix. C'est laquelle a lâché, si tu n'es pas prêt à faire ça pour ma famille. Alors peut-être que tu n'es pas l'homme que je pensais. Alors, j'ai dit, d'accord. J'ai commencé à charger ma voiture. Le visage de ma femme a changé. Attends, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as dit de partir, alors je pars. Elle a rétorqué, je ne voulais pas dire à la seconde même. Nous devons en discuter. J'ai continué à faire mes cartons. J'ai pris tous mes vêtements, mon ordinateur portable, mon matériel de jeu. Mes outils dans le garage, la perceuse achetée le mois dernier. L'aspirateur de chantier et tout ce qui portait mon nom. Elle me suivait partout dans la maison.
arrête de faire ton mélodrame. J'ai juste besoin que tu me soutiennes, maintenant. Je lui ai dit. Je t'ai soutenu pendant 11 mois. Je t'ai soutenu quand ta sœur a débarqué à notre fête de fiançailles pour annoncer son divorce. Je t'ai soutenu quand elle s'est invitée à notre lune de miel. Je t'ai soutenu quand ses enfants ont détruit notre maison. Et que tu as dit qu'on ne facturait pas les dégâts à la famille. Mais ça de me virer de chez moi, c'est là que je trace la limite. Elle a saisi mon bras. S'il te plaît, ne fais pas ça, dit-elle, les larmes coulant sur son visage. Je me suis dégagé, et j'ai continué à marcher vers ma voiture. C'est alors que j'ai entendu la voix de Tori, depuis le seuil de la porte. Tu sais quoi? Je suis contente que tu partes. De toute façon. Elle choisit toujours des hommes qui finissent par partir. Ma femme s'est retournée brusquement. Tori, tais-toi. Mais Tori a continué. Maman nous a fait promettre, avant de mourir, que je passerai toujours en premier. Parce que je fais de mauvais choix. Le visage de ma femme est devenu rouge. Ce n'est pas ce qu'elle a dit. Je me suis arrêté près de ma voiture. Tori a crié, elle a dit que tu devrais t'occuper de moi pour toujours. Parce que personne d'autre ne le ferait. Ma femme a hurlé en retour, elle a dit de t'aider, pas de t'assister. Ensuite, Tori a attrapé le sac à main de ma femme sur la table du Porsche, et l'a vidé par terre. Des relevés bancaires se sont éparpillés partout. Ma femme s'est précipitée pour les ramasser, mais Tori a été plus rapide. Et en a brandi un sous la lumière du Porsche. Tu veux lui parler des virements mensuels, où est-ce que je le fais? Les mains de ma femme tremblaient alors qu'elle essayait de s'en saisir. Je suis remonté dans l'allée, et j'ai arraché le relevé de la main de Tori. Le papier semblait fin entre mes doigts. Presque fragile pour quelque chose qui allait faire exploser mon mariage. Je l'ai tenu sous la lampe du Porsche, et j'ai commencé à lire. 1,4 cents chaque mois, versé sur un compte au nom de Tori. J'ai feuilleté les pages, janvier, février, mars, remontant jusqu'à juin de l'année dernière. 8 mois de virement. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai regardé ma femme. Son visage était devenu complètement livide, comme si tout son sang s'était retiré. Je peux expliquer, a-t-elle chuchoté, en tendant la main vers le papier. J'ai reculé, le gardant hors de sa portée. Je t'écoute. Ça vient de nos économies, dit-elle doucement. J'ai aidé Tori pour son loyer parce que, quand maman est morte, elle m'a fait promettre. Nos économies? Je l'ai coupé. Ma voix était calme, mais je sentais mon cœur battre la chamade. Tu veux dire le fonds pour notre apport? L'argent que nous mettons de côté pour acheter une maison plus grande? Elle a hoché la tête, et j'ai vu les larmes se former dans ses yeux. Tori se tenait toujours sur le porche, les bras croisés, et honnêtement. Elle avait l'air fière d'elle, comme si elle venait de gagner quelque chose. Cet argent permet de nourrir mes enfants, et de les loger, a dit Tori. Ça te pose un problème que des enfants mangent? Je l'ai complètement ignoré, et j'ai gardé les yeux fixés sur ma femme. Est-ce que l'apport a disparu? Pas tout, a-t-elle dit, mais elle ne me regardait pas. Ses yeux étaient fixés sur le sol, sur les papiers éparpillés, n'importe où sauf sur mon visage. Combien reste-t-il? Elle n'a pas répondu. Elle restait là, à se triturer les ongles, ce qu'elle fait toujours quand elle est très anxieuse. Combien, ai-je demandé à nouveau, plus fort cette fois. Peut-être 3 = 000 $, a-t-elle fini par murmurer. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait serré le cœur à pleine main. Nous avions 45,000 $ d'économie. J'avais fait des heures supplémentaires pendant 2 ans, travaillant les week-ends. Sautant des déjeuners pour économiser, et elle avait donné 42,000 $ à sa sœur. Tu as donné 42,000 $ à ta sœur, ai-je dit lentement, sans m'en parler. Ce n'était pas tout d'un coup, a dit ma femme rapidement, les mots se bousculant dans sa bouche. C'était des urgences. La première fois, sa voiture est tombée en panne. Et elle devait aller au travail. Ensuite, les enfants avaient besoin de fournitures scolaires.
Et elle n'avait pas d'argent parce que son ex ne payait pas la pension. Puis son propriétaire a augmenté le loyer. Et elle allait se faire expulser, et je ne pouvais pas laisser mes nièces et neveux à la rue. Arrête. J'ai levé la main. Arrête de parler. Je suis passé devant elle pour entrer dans la maison, droit vers notre bureau. Ma femme m'a suivi de près, trottinant presque pour me suivre. Qu'est-ce que tu fais? Je me suis assis au bureau, et j'ai ouvert l'ordinateur portable. Pour consulter notre compte bancaire joint. L'écran s'est chargé, et ma femme se tenait dans l'embrasure de la porte, la main sur la bouche. Sachant déjà ce que j'allais découvrir. J'ai commencé à faire défiler l'historique des transactions. Les virements remontaient bien au-delà de 8 mois. J'ai continué à remonter, 12 mois, 18 mois, 2 ans. 24 mois de paiement à Tori. Certains mois, c'était 2,4 cents $. D'autres mois, 3,000 $. Un mois, c'était même 5,000 $. J'ai sorti la calculatrice de mon téléphone, et j'ai commencé à tout additionner, un par un. Ma femme pleurait maintenant, de gros sanglots, mais j'ai continué. Les chiffres grimpaient. Quand j'ai fini, j'ai fixé le total pendant 1 minute entière. 60,000 $, ai-je dit, ma voix étant à peine un murmure. Tu as donné 60,000 $ à ta sœur, en 2 ans. J'essayais de l'aider, à étouffer ma femme entre 2 sanglots. Tu ne comprends pas ce que c'est de voir sa sœur galérer. Et de savoir qu'on a la capacité d'aider, et simplement. Je comprends ce que c'est que de se faire mentir par la personne qu'on a épousée, ai-je dit. En la coupant. C'est ça que je comprends. C'est alors que j'ai remarqué autre chose dans l'historique. Une carte de crédit que je ne reconnaissais pas. Le nom me disait vaguement quelque chose, mais je n'avais jamais vu ce compte auparavant. J'ai cliqué dessus, et j'ai senti mon estomac se nouer. Compte joint. Nos 2 noms y figuraient, sauf que je n'avais jamais accepté d'ouvrir une carte de crédit commune. Je m'en serais certainement souvenu. C'est quoi, ça? J'ai tourné l'écran vers elle. Elle l'a regardé, et son visage est devenu encore plus pâle. Ce que je ne pensais pas être physiquement possible. J'avais besoin d'une option de secours pour les urgences, dit-elle. Le solde était de 8,000 $. Et ce n'était pas seulement au plafond, c'était au-delà de la limite. Avec des frais de retard qui s'accumulaient. J'ai cliqué sur le relevé, et j'ai commencé à lire les frais. Des retraits d'espèces. Chaque transaction était un retrait d'espèces. Tous d'un montant compris entre 5 cents et 1,000 $. Et chacun d'eux avait été transféré sur un compte se terminant par les mêmes chiffres que celui de Tori. Tu as ouvert une carte de crédit à nos 2 noms, ai-je dit lentement. Tu l'as plafonnée en donnant du liquide à ta sœur, et tu ne m'as rien dit. Ma voix montait maintenant. Tu réalises que ça détruit notre score de crédit? Nous avions prévu de refinancer le prêt l'année prochaine. Pour obtenir un meilleur taux. Je sais, sanglota-t-elle, son corps entier tremblant. Je sais, j'ai déconné, mais à chaque fois. Je pensais que ce serait la dernière. Tori n'arrêtait pas de dire qu'elle avait juste besoin d'un mois de plus pour se remettre sur pied. Juste un mois de plus. Et qu'elle me rembourserait. Combien de dernières fois y a-t-il eu, ai-je demandé, en me levant du bureau. Combien de fois Tori t'a-t-elle dit que c'était la dernière fois qu'elle aurait besoin d'argent? Ma femme n'a pas pu répondre. Elle est restée là à pleurer, les mains couvrant son visage. J'ai fermé l'ordinateur, et je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Je veux voir son appartement. Quoi? Non, c'est intrusif. Et je veux voir quel genre d'urgence nécessite 60,000 $. On y va, tout de suite. Tu ne peux pas simplement débarquer chez Tori et exiger de voir comment elle vit. A dit ma femme, mais sa voix était faible. Ce n'est pas correct. Je marchais déjà vers la porte d'entrée. Alors je suppose que tu peux rester ici, et j'irai tout seul. Attends. Elle a attrapé son sac à main là où Tori l'avait renversé, remettant à l'intérieur des papiers.
des reçus et des rouges à lèvres. Ça va tout aggraver. S'il te plaît, laisse tomber. Je suis monté dans mon pick-up. Ma femme est restée sur le porche quelques secondes. Puis elle a couru et a grimpé sur le siège passager. Je voyais qu'elle tenait à peine le coup. Ses mains tremblaient tellement qu'elle n'arrivait pas à boucler sa ceinture. Je me suis penché pour le faire pour elle, ce qui l'a fait pleurer de plus belle. « S'il te plaît, ne fais pas ça », a-t-elle dit alors que je sortais de l'allée en marche arrière. « S'il te plaît, n'embarrasse pas Tori comme ça. Elle ne me le pardonnera jamais. » L'embarrasser ? Je n'en croyais pas mes oreilles. C'est moi qui devrais être embarrassé. J'ai fait des heures supplémentaires pendant 2 ans. Pensant que nous construisions un avenir ensemble et économisant pour une maison. Et peut-être un jour avoir des enfants et toi. Tu as détourné chaque dollar supplémentaire vers ta sœur pour qu'elle puisse. Quoi ? Je ne sais même pas ce qu'elle fait avec cet argent. Elle subvient aux besoins de ses enfants, a dit ma femme faiblement. Avec un budget de 60 000 $. En plus de ce que son travail lui rapporte ? Qu'est-ce qu'elle fait comme travail, d'ailleurs ? Ma femme a gardé le silence. Elle a un travail, n'est-ce pas ? J'ai jeté un coup d'œil vers elle. Elle est entre 2 emplois en ce moment, a marmonné ma femme. Depuis combien de temps est-elle entre 2 emplois ? Je ne sais pas. Quelques mois, peut-être ? Quelques mois, ai-je répété. Donc, je travaille 60 heures par semaine pour que ta sœur au chômage puisse faire quoi ? Exactement ? Ma femme n'a pas répondu, se contentant de regarder par la fenêtre en pleurant. Le trajet jusqu'à l'appartement de Tori m'a semblé durer une éternité. Même s'il n'était que de 15 minutes. Ma femme a pleuré tout le long, me suppliant de faire demi-tour, disant que j'aggravais les choses. Que Tori ne lui pardonnerait jamais de m'avoir emmené là sans prévenir. Et que je franchissais une ligne. Quand nous sommes arrivés à l'adresse indiquée sur les relevés bancaires, je suis resté assis un instant, à regarder l'immeuble. Ce n'était pas un taudis. C'était en fait un endroit assez chic, un complexe d'appartements de 2 chambres décents. Avec un aménagement paysager et une piscine. Le genre d'endroit qui coûte probablement au moins 1,8 cents $ par mois, peut-être plus. Égaré sur la place réservée à l'unité de Tori. Il y avait un pick-up, un Chevy Colorado qui semblait avoir 2 ans tout au plus. Bien plus récent que mon vieux Ford F-150 cabossé de 2009. Que je conduisais depuis la fac parce que nous étions censés économiser de l'argent. Je suis sorti du camion, et ma femme s'est précipitée après moi. S'il te plaît, est-ce qu'on peut rentrer et en parler comme des adultes ? Je suis en train d'en parler comme un adulte, ai-je dit. En marchant vers la porte de l'appartement. Je rassemble des informations pour pouvoir prendre une décision éclairée sur mon mariage. J'ai frappé fort à la porte 3 coups solides qui ont probablement résonné dans tout l'appartement. Un gars a ouvert, la trentaine peut-être, portant un débardeur et un short de sport. Une bière à la main. Il avait l'air à l'aise, comme s'il vivait là. Un match de basket passait à la télé derrière lui, et je sentais une odeur de cuisine. Ouais, dit-il, en me toisant. Je suis le beau-frère de Tori, ai-je dit. Depuis combien de temps restez-vous ici ? Le gars a eu l'air confus, ses sourcils se fronçant. Quelques mois, je suppose. Qui êtes-vous, exactement ? Je suis marié à la sœur de Tori. Tori nous a dit qu'elle emménageait chez nous ce soir parce qu'elle ne pouvait pas payer son loyer et qu'elle était sur le point de se faire expulser. Le visage du gars a complètement changé. Ses yeux se sont agrandis, et il a posé sa bière sur une table près de la porte. Attends. Quoi ? Tori a dit qu'elle rendait visite à sa sœur pour le week-end. Elle a emmené les enfants pour me laisser de l'espace pour travailler sur mon camion. Ma femme regardait ce gars comme si elle ne l'avait jamais vu de sa vie. Elle en avait la bouche bée. Qui êtes-vous ? Je suis Kyle, dit-il, nous regardant tour à tour comme si nous étions fous. Le petit ami de Tori. On est ensemble depuis octobre, environ. Octobre, ai-je répété, faisant le calcul dans ma tête. Donc, 7 mois.
Ouais, à peu près, peut-être plus proche de 8 maintenant. Kyle nous regardait, sentant clairement que quelque chose n'allait vraiment pas. Tori va bien? Il est arrivé quelque chose? Avant que je ne puisse répondre, Tori elle-même est apparue dans l'embrasure, derrière Kyle. Elle avait dû entendre les voix. Son visage est passé de la confusion à la colère en une fraction de seconde. Qu'est-ce que vous fichez ici, a-t-elle exigé. Bel endroit que tu as là, ai-je dit, en regardant derrière elle dans l'appartement. Je pouvais voir le salon, de beaux meubles, une grande télé au mur. Les jouets des enfants bien rangés dans des bacs. Pour quelqu'un qui ne peut pas payer son loyer. La mâchoire de Tori s'est crispée, et j'ai vu ses narines se dilater. Vous devez partir, tout de suite. 60,000 $, ai-je dit calmement. C'est ce que ma femme t'a donné au cours des 2 dernières années. Où est passé cet argent? La tête de Kyle a pivoté vers Tori si vite que je suis surpris qu'il ne se soit pas fait mal au cou. 60,000 $? De quoi il parle? Tori a saisi le rebord de la porte. Ça ne vous regarde pas, sortez de chez moi avant que j'appelle les flics. Tori, qu'est-ce qui se passe? La voix de Kyle avait changé. Il semblait méfiant, maintenant. Rien, trancha Tori. Ces deux-là ont juste une dispute conjugale et essaient de m'impliquer là-dedans. Ta sœur t'a envoyé 2,4 cents par mois, ai-je interrompu, en regardant Kyle. Parfois plus. Où est l'argent? Le visage de Kyle a encore changé. Il a regardé Tori, puis est revenu vers moi. Attends, une minute. Je paie la moitié du loyer ici, soit 1,2 $ par mois. Si tu reçois 400 de ta sœur, où est? Il s'est interrompu, son cerveau faisant clairement le calcul. Kyle, ne l'écoute pas, dit Tori rapidement. Il ment. Il essaie juste de causer des problèmes parce qu'il est jaloux que ma sœur se soucie d'eux. Moi. Je peux te montrer les relevés bancaires, ai-je dit, en sortant mon téléphone. 2 ans de virement. Tu veux les voir? Tori nous a claqué la porte au nez. Littéralement. Elle l'a fermée si fort que le cadre en a tremblé. J'ai pu les entendre se disputer immédiatement à l'intérieur, la voix de Kyle devenant plus forte. Demandant ce qui se passait bordel, et la voix de Tori montant dans les aigus. Devenant plus défensive. Ma femme est restée là, sur le pas de la porte, complètement figée. Elle fixait la porte close comme si elle était en état de choc. J'ai attendu environ 30 secondes, écoutant la dispute s'intensifier à l'intérieur. Puis je me suis retourné, et je suis retourné au camion. Ma femme m'a suivi comme si elle était somnambule. Elle est montée sur le siège passager et est restée assise là, sans bouger, sans rien dire. Nous sommes restés sur le parking pendant environ 5 minutes avant qu'elle ne parle enfin. Je ne savais pas pour Kyle, a-t-elle chuchoté. Ouais, je m'en doutais. Je te jure devant Dieu. Je ne savais pas qu'elle avait un petit ami qui vivait avec elle. Elle m'a dit qu'elle était seule. Qu'elle galérait et qu'elle avait peur d'être à nouveau une mère célibataire. J'ai démarré le moteur, mais je n'ai pas encore enclenché la vitesse. Qu'est-ce que tu ignores d'autre sur la vie de Tori, que tu finances depuis tout ce temps? Je ne sais pas, a dit ma femme, sa voix se brisant. Elle me dit des choses. Et je la crois tout simplement parce que c'est ma sœur. Et pourquoi me mentirait-elle? Parce que tu lui donnes de l'argent quand tu la crois, ai-je dit sèchement. C'est pour ça qu'elle ment. Ma femme a mis son visage dans ses mains et a recommencé à sangloter. J'ai passé la marche arrière et j'ai pris la direction de notre maison. Le trajet s'est fait dans le silence, à l'exception de ses pleurs. Je n'avais plus rien à dire. Qui avait-il à dire? Quand nous sommes rentrés, il était presque 22 heures. Le monospace de Tori était toujours dans l'allée là où elle l'avait laissé. Et je voyais des lumières allumées dans la maison. Les enfants étaient probablement encore éveillés. Je me suis garé et je me suis tourné vers ma femme. Qu'est-ce qui est arrivé à ton dernier fiancé? Ma femme s'est figée complètement comme une image en pause. Tu as dit plutôt que je n'étais pas le premier gars à avoir un problème avec Tori.
Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a pris une inspiration tremblante, et j'ai vu ses mains s'agiter sur ses genoux. Il s'appelait David. Nous étions fiancés depuis 6 mois. Tori a emménagé pendant que nous organisions le mariage parce qu'elle disait que son ex était violent. Et qu'elle craignait pour sa sécurité. Elle est restée 8 mois. 8 mois, ai-je répété. Et David? Il est parti 2 semaines avant le mariage, chuchota-t-elle. Il a dit qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un qui ferait toujours passer sa sœur en premier. Il a dit que me voir choisir Tori plutôt que lui. Encore et encore, lui avait fait réaliser qu'il serait toujours à la seconde place. J'ai serré le volant un peu plus fort. Et le gars avant David? Il s'appelait Chris. Nous sommes sortis ensemble pendant 3 ans. Elle pleurait à nouveau, les larmes coulant sur son visage. Tori a eu une crise avec l'un de ses enfants. Je ne me rappelle même plus ce que c'était. Maintenant. Probablement rien de grave. Et je suis allé rester avec elle pendant 3 semaines pour l'aider. Le père de Chris est mort pendant ce temps. Crise cardiaque. Et j'ai raté les funérailles parce que Tori disait qu'elle se ferait du mal si je la laissais seule. Est-ce que Tori s'est vraiment fait du mal? Ma femme a secoué la tête. Non. Elle allait bien. Elle est allée à une fête ce week-end-là avec des amis. Elle a posté des photos sur Facebook. Et Chris. Il a rompu avec moi le lendemain des funérailles. Il a dit que je lui avais montré exactement qui je choisirais dans chaque moment important pour le reste de nos vies. Et il n'allait pas vivre comme ça. J'ai laissé infuser cela pendant 1 minute. Donc, c'est un schéma répétitif. Je pensais que ce serait différent avec toi, dit-elle doucement. Je pensais avoir appris. Je pensais pouvoir équilibrer les deux. Tu ne peux pas équilibrer les deux, ai-je dit. Tu ne peux pas être marié avec moi et être marié au fait de t'occuper de ta sœur. Ça ne marche. Pas comme ça. Je suis sorti du camion et j'ai commencé à marcher vers la maison. Ma femme s'est précipitée après moi. Qu'est-ce que tu fais? Je prends d'autres affaires. Attends, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut juste en parler? Je me suis arrêté dans l'allée et je me suis tourné vers elle. C'est ton choix, là, tout de suite. Soit Tori part, soit c'est moi. Le visage de ma femme s'est effondré comme si je l'avais frappé. Ce n'est pas juste. J'ai juste besoin de temps pour trouver une autre solution. Il n'y a pas d'autre solution, ai-je dit. Soit tu es marié avec moi, soit tu es marié au fait de t'occuper de ta sœur. Choisis-en un. S'il te plaît, ne m'oblige pas à choisir, supplia-t-elle, en saisissant mon bras. Donne-moi juste 1 semaine pour trouver un autre endroit pour Tori. Juste 1 semaine. C'est tout. Ce que je demande. Est-ce que tu as donné 1 semaine à David? Est-ce que tu as dit à Chris que tu réglerais ça en 1 semaine? Elle a tressailli comme si je l'avais giflé. J'ai dégagé mon bras et je suis entré dans la maison. J'entendais les enfants dans le salon regarder la télé beaucoup trop fort, un truc avec des personnages de dessins animés qui hurlaient. L'un d'eux avait renversé quelque chose de collant sur le parquet du couloir. Et personne n'avait nettoyé. Ma chaussure y est restée collée. Je suis allé dans la chambre et j'ai commencé à prendre d'autres affaires. Mes chaussures de sécurité dans le placard. La belle montre que mon grand-père m'avait laissée à sa mort. La boîte à outils que mon père m'avait offerte quand j'ai acheté cette maison. Le blouson en cuir qui me va vraiment bien. Ma femme se tenait dans l'embrasure, me regardant, les larmes coulant sur son visage. Répétant qu'1 semaine n'était pas déraisonnable. Qu'elle aiderait Tori à trouver ailleurs. Elle promettait que cette fois, ce serait différent. Est-ce que tu as aidé Tori à trouver ailleurs quand tu étais fiancé à David, ai-je demandé. En fourrant des vêtements dans un sac de sport. Ma femme s'est arrêtée au milieu de sa phrase. Quoi? Tu m'as entendu. Quand David attendait que Tori déménage. Est-ce que tu l'as activement aidé à trouver un autre endroit? Elle a regardé le sol. C'était différent. En quoi? J'étais plus jeune. À l'époque.
Je ne comprenais pas comment fixer des limites avec la famille. Je ne savais pas comment. Tu comprenais très bien, ai-je dit, en fermant la fermeture éclair du sac. Tu ne tenais simplement pas assez à David pour le faire vraiment. Ce n'est pas vrai. Alors qu'est-ce qui est vrai? J'ai attrapé le sac et je me suis tourné vers elle. Parce que d'où je me tiens, tu as eu 8 mois avec David pour régler ça, 3 ans avec Chris. Et maintenant presque 1 an avec moi. À quel moment vas-tu vraiment comprendre? Elle a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Elle restait là, hébétée. Je l'ai poussée doucement pour passer et me diriger vers la porte d'entrée. C'est là que Tori est sortie de la chambre d'amis. Elle avait dû nous entendre nous disputer. Tu es égoïste, annonça-t-elle, assez fort pour que les voisins l'entendent probablement. Mes enfants ont besoin de stabilité. Et tu nous fais un caprice parce que tu ne veux pas partager une maison pendant quelques mois. J'ai continué à marcher, portant mon sac et ma boîte à outils. Je ne l'ai même pas regardé. Tori m'a suivi. Tu m'as entendu? J'ai dit que tu étais égoïste. J'ai chargé les affaires dans la benne de mon pick-up et je suis revenu en chercher d'autres. Tori se tenait maintenant sur le porche, les mains sur les hanches. Ma sœur et toute la famille qu'il me reste. Et tu essaies de l'isoler de moi. Tu sais que c'est de la maltraitance. N'est-ce pas? De la violence financière et de l'isolement. Je pourrais te dénoncer. Je suis passé devant elle pour entrer dans la maison et j'ai attrapé mes vêtements d'hiver dans le placard du couloir. Le bon manteau que ma mère m'a acheté à Noël dernier, mes gants de travail. Les bottes qui gardent vraiment mes pieds au chaud. Est-ce que tu m'écoutes seulement? La voix de Tori devenait de plus en plus forte et plus stridente. C'est de la violence psychologique. Tu obliges ma sœur à choisir entre son mari et sa famille. Ma femme ne me défendait toujours pas. Elle ne disait pas à Tori de reculer ou de se calmer. Elle restait juste là, dans le couloir, à pleurer, en me regardant faire mes valises. J'ai apporté un autre chargement au camion. Tori continuait son cirque. Quel genre d'homme abandonne sa femme quand elle essaie d'aider sa sœur enceinte? Quel genre de personne es-tu? J'ai fermé la benne du camion et j'ai vérifié que tout était bien fixé. Puis je suis revenu vers la portière côté conducteur. Ma femme a accouru, paniquée maintenant. Si tu pars maintenant, c'est fini, dit-elle, sa voix se brisant. Tu comprends ça? Si tu t'en vas, c'est terminé. Notre mariage est fini. Je l'ai regardé. C'est fini depuis que tu as fait mes valises sans me demander mon avis. Non. Elle a agrippé le cadre de la fenêtre de la portière. Comme si elle pouvait physiquement m'empêcher de partir. Non, ce n'est pas fini. Nous avons juste besoin de parler. Si tu restes juste cette nuit. Nous pourrons régler ça demain matin. Quand tout le monde sera plus calme et pensera plus clairement. Tu abandonnes ta femme, a hurlé Tori depuis le porche. Quand elle a le plus besoin de soutien, tu te casses. Quel genre d'homme fait ça? Ma femme s'est retournée brusquement et... Pour la première fois que je la connaissais et littéralement la première fois en presque 2 ans, elle a hurlé sur sa sœur. Et je veux dire, vraiment hurler. Tori, tais-toi. Tori en est resté bouche bée. Honnêtement, moi aussi. Tais-toi, c'est tout, a encore hurlé ma femme, sa voix craquant sous l'émotion. Rentre à l'intérieur. Ça se passe entre moi et mon mari, et tu n'as pas à t'en mêler. J'ai le droit de me défendre quand on m'attaque, a répliqué Tori. Tu as le droit de nous laisser un peu d'intimité. Le corps entier de ma femme tremblait maintenant, mais elle continuait. Rentre maintenant. Je ne te le demande pas. Tori est restée plantée là 1 seconde. Visiblement choquée que sa sœur lui tienne tête pour une fois. Puis son visage s'est tordu en une expression laide. Très bien. Je vois où j'en suis. Elle est entrée en trombe et a claqué la porte assez fort pour que j'entende quelque chose vibrer à l'intérieur de la maison. Ma femme s'est retournée vers moi, et j'ai vu qu'elle tremblait de partout. Ses mains, ses jambes, tout. Je vois clair maintenant, dit-elle. Je vois comment elle manipule les situations.
comment elle ramène tout à elle. Je te jure devant Dieu. Je la ferai partir d'ici la fin de la semaine. Est-ce que tu as déjà obligé Tori à faire quoi que ce soit qu'elle ne voulait pas faire, ai-je demandé doucement. Le visage de ma femme s'est décomposé, parce que nous connaissions tous les deux la réponse, non. J'ai démarré le moteur, et elle tenait toujours le cadre de la fenêtre. Où vas-tu? Dans un motel, probablement. Je vais trouver. S'il te plaît, ne me laisse pas ici avec elle, chuchota ma femme, et elle avait l'air terrifiée. S'il te plaît, je ne veux pas être seul avec elle. Tu as choisi d'être ici avec elle, ai-je dit, en passant la marche arrière. Je ne fais que respecter ton choix. Elle a dû lâcher la fenêtre, sinon je l'aurais traînée. Je l'ai regardée dans le rétroviseur alors qu'elle se tenait là, dans l'allée. Les bras croisés sur elle-même, devenant de plus en plus petite à mesure que je m'éloignais. La lumière du porche faisait s'étirer son ombre, longue et fine, derrière elle. Le motel que j'ai trouvé était l'un de ces endroits pour séjours prolongés. Près de l'autoroute et d'un arrêt de camion. 70$ la nuit, ce qui allait vite peser sur mon budget. Mais je n'avais pas beaucoup d'options à 11h du soir. La chambre sentait les produits chimiques industriels qui essayaient tant bien que mal de couvrir. Une odeur de tabac froid. Le couvre-lit avait un de ces motifs spécifiquement conçus pour cacher les taches, mais au moins. C'était calme. J'ai posé mes sacs au sol et je me suis assis sur le bord du lit. Mon téléphone a commencé à sonner presque immédiatement. Ma femme. J'ai laissé passer. Elle a rappelé 5 minutes plus tard. J'ai rejeté l'appel, encore, et encore. À minuit, elle avait appelé 17 fois. Les messages vocaux devenaient de plus en plus frénétiques. Je pouvais l'entendre pleurer en arrière-plan sur la plupart d'entre eux, me suppliant de décrocher. De lui parler juste 5 minutes. J'ai fini par répondre à 2h du matin. Parce que le vrombissement constant du vibreur m'empêchait de dormir. Et que je devais travailler le lendemain. Allô? Oh, merci mon Dieu, sanglota ma femme à l'autre bout. J'essaie de te joindre depuis des heures. Pourquoi tu ne répondais pas? Je sais que tu as appelé. C'est pour ça que je ne répondais pas. Tori ne veut pas partir, dit-elle, les mots sortant dans une bousculade. Je lui ai dit qu'elle devait s'en aller et elle refuse. Elle a dit que si je l'obligeais à partir, elle appellerait tout le monde dans la famille, nos tantes, nos cousins. Tout le monde à l'église et leur dirait que j'abandonne une femme enceinte et ses enfants. Ils penseront tous que je suis une personne horrible. Et je ne peux pas. Qu'est-ce que tu vas faire pour ça, ai-je demandé, allongé sur ce lit de motel minable. Je ne sais pas. Elle était hystérique maintenant, sa voix montant d'une octave. Elle ne veut pas m'écouter. Elle ne m'écoute jamais. Je ne sais pas comment l'obliger à faire. Quoi que ce soit qu'elle ne veut pas faire. Alors c'est que tu n'as pas assez envie qu'elle parte. Ce n'est pas juste. J'essaie. J'essaie vraiment. Ah bon? Je fixais les dalles du plafond tachées par l'humidité. Parce que d'où je suis, j'ai l'impression que Tori a dit qu'elle parlerait à ta famille. Et que tu as craqué immédiatement, comme tu le fais toujours. Tu ne comprends pas ce que c'est, pleura-t-elle. Notre famille prend toujours son parti parce que c'est elle qui a des problèmes. Moi. Je suis celle qui gère. Alors je suis censé tout supporter. M'occuper de tout le monde et ne jamais me plaindre. Je vais raccrocher, là, ai-je dit. Attends, s'il te plaît, non. J'ai coupé l'appel et j'ai éteint mon téléphone complètement. Puis je suis resté allongé là, dans le noir, écoutant le couple d'à côté se disputer pour savoir à qui c'était le tour de sortir les poubelles. Les 3 jours suivants ont été quasiment identiques. Ma femme envoyait des SMS constamment et de longs paragraphes expliquant comment elle y travaillait. Comment Tori continuait à la faire culpabiliser à cause de la grossesse et des enfants qui n'avaient nulle part où aller. Qu'elle avait juste besoin d'un peu plus de temps. J'ai à peine répondu, envoyant peut-être un « d'accord » une fois ou deux. Qu'y avait-il d'autre à dire? J'allais au travail, je revenais au motel, je mangeais des trucs achetés au drive-in pour le dîner.
Et j'essayais de ne pas penser au fait que je payais 70$ la nuit pour dormir dans une chambre qui sentait le regret. Pendant que la sœur de ma femme vivait dans ma maison. Le 4e jour, samedi. J'ai réalisé que j'avais laissé des documents de travail importants à la maison et des contrats que je devais réviser avant une réunion lundi matin. Je ne pouvais plus repousser. J'y suis allé vers 10h du matin, espérant que Tori aurait emmené les enfants quelque part. Pour pouvoir entrer et sortir sans croiser personne. Pas de chance. Le monospace de Tori était toujours dans l'allée. La voiture de ma femme aussi. Je suis entré avec ma clé, et la première chose que j'ai remarquée, c'était le bruit. Des enfants qui criaient, la télé à fond, quelqu'un qui pleurait en fond sonore. L'endroit était différent, comme si Tori l'avait revendiqué comme sien. Il y avait des chaussures d'enfants entassées près de la porte d'entrée. Des vestes jetées sur le dossier de mon canapé, des tasses à bec sur la table basse. L'un d'eux avait laissé un sandwich à moitié mangé sur la coudoir de mon fauteuil. J'ai marché dans le couloir vers mon bureau et j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre d'amis. Tori s'était pleinement installée. Tous ses vêtements étaient dans le placard qui servait autrefois pour notre literie d'appoint. Ses produits de maquillage et de coiffure couvraient la commode. Les enfants avaient affiché des dessins partout sur les murs avec du ruban adhésif qui allait certainement arracher la peinture quand il serait retiré. L'un d'eux, je crois que c'était celui de 6 ans, avait utilisé le mur de mon bureau pour accrocher un projet d'art fait de macaroni et de paillettes. Il y avait des morceaux de scotch tous les quelques centimètres, laissant des résidus partout sur la peinture que j'avais refaite l'été dernier. J'avais passé 3 week-ends pour rendre ce mur parfait. Ma femme est apparue dans le couloir. Elle ressemblait à une épave. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval désordonnée qui semblait ne pas avoir été lavée depuis des jours. Elle portait un pantalon de yoga et un vieux t-shirt avec une tache devant. Elle avait des cernes sombres sous les yeux, comme si elle n'avait pas dormi. « Tu es là » dit-elle. « J'ai besoin de mes dossiers de travail » ai-je dit. En passant devant elle pour entrer dans le bureau. « Attends, est-ce qu'on peut parler ? Est-ce que Tori part ?» Ma femme a regardé le sol. Elle n'a rien dit. « C'est bien ce que je pensais » ai-je dit, en ouvrant le classeur pour trouver les contrats. « J'y travaille » dit-elle doucement. « Vraiment. C'est juste plus difficile que je ne le pensais. » Est-ce qu'elle part, oui ou non ? Pas encore. J'ai rassemblé mes dossiers et j'ai commencé à chercher tout ce dont je pourrais avoir besoin dans les prochaines semaines. Ma tasse à café préférée qui garde vraiment le café chaud. La photo de mes parents lors de leur 30e anniversaire. La bonne veste d'hiver que j'avais oubliée la première fois. Ma femme me suivait de pièce en pièce, comme un fantôme. Je fais tellement d'efforts. Tu dois me croire. Elle rend juste les choses très difficiles. Et avec la grossesse. Elle dit tout le temps qu'elle se sent faible et qu'elle a besoin de se reposer. Combien de temps ton fiancé a-t-il attendu avant de partir, ai-je demandé. En chargeant mes affaires dans un carton trouvé dans le garage. Elle s'est arrêtée de marcher. Quoi ? David ? Combien de temps a-t-il attendu que tu le choisisses plutôt que Tori avant de finalement abandonner et de partir ? 8 mois, chuchota-t-elle, fixant ses pieds. Je ne vais pas attendre 8 mois. J'ai ramassé le carton et je me suis dirigé vers la porte. Je ne vais pas attendre 8 semaines. Je vais à peine attendre 8 jours. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je l'ai regardé. Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. Elle a agrippé mon t-shirt, froissant le tissu dans ses poings. S'il te plaît. N'abandonne pas notre relation. Je sais que j'ai déconné. Je sais que j'aurais dû gérer ça différemment dès le début. Mais je t'aime, et j'essaie de réparer ça. Tu n'essaies rien de réparer du tout, ai-je dit, en retirant doucement ses mains de mon t-shirt. Tu attends que Tori décide qu'elle a fini de t'utiliser. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas vrai. Les larmes coulaient à nouveau sur son visage. Je lui ai dit qu'elle devait partir. Je lui ai dit plusieurs fois. Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Le visage de ma femme s'est déformé. Elle a dit non.
Et ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Je ne sais pas quoi faire d'autre. Elle ne veut pas écouter. Elle ne m'écoute jamais. Donc tu as abandonné, ai-je dit, comme tu le fais toujours. Je n'ai pas abandonné. Elle menace de retourner toute ma famille contre moi. Mes tantes, mes cousins. Tout le monde à l'église, ils penseront tous que je suis cette personne horrible qui a abandonné sa sœur enceinte. Eh bien laisse-les penser ça. Qu'est-ce que ça peut faire? Ma femme m'a regardé comme si je lui avais suggéré de s'immoler par le feu. Je ne peux pas simplement. C'est ma famille. Je ne peux pas ne pas me soucier de ce qu'ils pensent. C'est moi, ta famille, ai-je dit doucement. Où c'est ce que j'étais censé être? J'ai porté le carton jusqu'à mon camion et elle m'a suivi, pleurant toujours, suppliant toujours. S'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît. Donne-moi juste plus de temps. Je vais trouver une solution. Je te le jure. J'ai chargé le carton dans la benne à côté de mes outils et j'ai refermé le haillon. De combien de temps as-tu encore besoin? Juste quelques semaines de plus, plaida-t-elle, en saisissant mon bras. 1 mois tout au plus. Je parlerai à Tori chaque jour. Je finirai par l'user. Je lui ferai voir qu'elle ne peut pas rester ici pour toujours. 1 mois. J'ai secoué la tête. David a attendu 8 mois et tu n'as jamais trouvé de solution. Chris a attendu 3 ans. Je ne ferai pas ça. Je ne vais pas passer la prochaine année de ma vie dans une chambre de motel pendant que tu essaies de te faire pousser une colonne vertébrale. Mais je t'aime, sanglota-t-elle, et je voyais bien qu'elle était sincère. Son visage était tout rouge et taché, elle avait le nez qui coulait, elle s'effondrait complètement. Je t'aime tellement et je vais arranger ça. Je te le promets. S'il te plaît, ne pars pas. Je l'ai regardée là, debout dans l'allée avec son t-shirt taché et ses cheveux sales. L'air complètement détruite. Et le truc, c'est que je croyais vraiment qu'elle m'aimait. Vraiment. Mais je savais aussi que ça n'avait plus d'importance. Je sais que tu m'aimes, ai-je dit, ma voix étant à peine un murmure. Mais tu aimes encore plus l'approbation de Tori. Tu aimes encore plus ne pas décevoir ta famille. Tu aimes encore plus éviter le conflit. Ce n'est pas vrai. Si, ça l'est. J'ai ouvert la portière côté conducteur. Et tant que tu ne t'aimeras pas assez pour fixer des limites avec ta sœur, rien ne changera. Je suis monté dans le pick-up. Ma femme s'est effondrée contre le côté du véhicule, glissant littéralement jusqu'à être presque à genoux dans l'allée, sanglotant si fort que son corps entier tremblait. Elle faisait ces horribles bruits d'étouffement, comme si elle n'arrivait pas à reprendre son souffle. J'ai levé les yeux vers la maison et j'ai vu Tori à la fenêtre de la chambre d'amis. Notre chambre d'amis est celle qui était censée être pour de vrais invités. Ou peut-être un jour une chambre de bébé si nous avions décidé d'en avoir. Tori se tenait là, les bras croisés, regardant toute la scène se dérouler. Elle souriait d'un pas un grand sourire, juste un petit rictus satisfait. Comme si elle venait de gagner quelque chose. J'ai passé la marche arrière et ma femme s'est relevée d'un bond, frappant contre la vitre. S'il te plaît, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Je vais la faire partir ce soir. Tout de suite. Je vais l'appeler et lui dire qu'elle doit s'en aller. Mais nous savions tous les deux qu'elle ne le ferait pas. Elle rentrerait à l'intérieur et Tori pleurerait, menacerait ou lui ferait du chantage. Et ma femme craquerait, comme elle le faisait toujours. Je suis parti, la regardant dans le rétroviseur. Elle se tenait au milieu de l'allée, les bras serrés contre elle, devenant de plus en plus petite. Et Tori était toujours à la fenêtre, observant toujours, souriant toujours.